Chers amis et chères amies, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission de Présence protestante, une émission de Présence protestante au cours de laquelle nous allons parler de la Réforme. Vous le savez probablement tous et toutes, la Réforme a démarré en 1517, donc 2017 était l'année du 500e anniversaire. Au cours de cette année, différents manifestations ont eu lieu, des conférences, des colloques qui ont rappelé les tenants et les aboutissants de cette réforme, une réforme qui encore aujourd'hui a une influence sur notre vie, en tout cas sur ceux et celles qui se réclament de l'héritage de cette réforme donc, et qui sont la famille protestante dans sa diversité, mais aussi il y a quand même des points communs. Alors si pendant cette année 2017, on a beaucoup parlé de la réforme, on a quand même beaucoup parlé des hommes de la réforme. Cette émission aujourd'hui sera consacrée aux femmes de la réforme. Et pour parler de ces femmes de la réforme, notre invitée est Gabriela Radermacher de Rieder, qui est inspectrice des cours de religion et qui a produit toute une réflexion, tout un travail sur le contexte dans lequel ces femmes ont œuvré, ont été partie prenante de ce mouvement réformateur. Alors, ma première question, d'abord, je vais vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Et ma première question, ce sera peut-être rapidement nous redonner ce contexte de la réforme. Alors, le contexte de la réforme est évidemment le début du XVIe siècle. On a affaire à une société en mutation dans tous les domaines. Dans le domaine géopolitique, social, culturel et dans le milieu de l'Église. Et dans ce contexte, donc nous sommes en Renaissance, nous avons différents courants dans lesquels Luther s'inscrit, notamment le mouvement de l'humanisme. Alors, Luther publie ses thèses, ses 95 thèses en 1517 et ces thèses sont très très vite propagées et apparemment elles ont beaucoup de succès dans la population, dans toutes les couches. Et il semblerait que les femmes aussi, dès le début, soient impliquées d'une façon ou d'une autre à ces discussions, à ces débats théologiques de cette époque. Alors, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que le statut des femmes de l'époque est évidemment très différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. Oui, évidemment. La femme a un statut d'un être mineur. Elle est mise sous tutelle de la famille, d'abord de son père, puis de son mari. On ne lui confie aucune responsabilité civile, aucune responsabilité juridique parce qu'on les considère comme faibles, dangereuses, incapables de gérer leurs émotions, leur sexualité. Donc il faut les protéger, d'où l'explication, la justification de leur mise sous tutelle. Évidemment, elles n'ont pas non plus beaucoup de place dans l'Église. Non plus, puisqu'elles sont exclues de cette hiérarchie qui est très patriarcale. Et cette Église est imprégnée par l'esprit d'un idéal chrétien monastique, qui idéalise l'ascèse et qui considère la sexualité comme un péché, d'où une méfiance par rapport à la femme qui est considérée à travers l'image d'Ève, soit comme une tentatrice, une séductrice, celle qui amène le péché sur l'homme, sur l'humanité, ou alors elle est prise plutôt sous l'aspect de Marie, la sainte, la vierge. Donc entre la tentatrice, la prostituée et la vierge, la sainte, la place pour la femme n'est pas très confortable.
Oui, il faut dire que là, l'Église a un poids énorme dans cette façon très typée de caractériser les femmes. Oui, évidemment, la femme est exclue aussi de la participation à l'Eucharistie, notamment. Il y a toute une série de tabous liés à une certaine méfiance par rapport aux femmes. Elle ne peut pas participer notamment à l'Eucharistie quand elle a ses règles, quand elle est enceinte ou quand elle allait. Donc déjà, non seulement elle n'a pas de responsabilité civile ni de responsabilité juridique, mais en plus, elle n'a pas vraiment de place à l'intérieur de cette Église. Oui, est-ce qu'on peut dire que la réforme va quand même influencer le statut de la femme? Est-ce qu'on peut dire que la réforme va faire un peu quand même avancer les choses? Ou bien est-ce qu'on va rester dans un état plus ou moins stationnaire? Alors, oui. Et dès le début, la réforme va avoir un impact sur le rôle des femmes, sur le statut des femmes. Alors, il faut souligner surtout les grands principes théologiques de Luther, le sacerdoce universel. Donc, nous sommes tous prêtres. Luther relie les passages bibliques et il arrive à une autre vision sur la femme, une interprétation de la femme. Notamment, il dira que voilà, c'est le principe du sacerdoce universel, donc nous sommes tous prêtres. Il dira que par le baptême, l'homme et la femme sont égaux devant Dieu. Donc il affirme cette équivalence théologique, biblique de l'homme et de la femme, ce qui est déjà un progrès par rapport à la situation précédente. Et Luther, dans ce sens, dans la logique du sacerdoce universel, il va arriver à une nouvelle interprétation de la vocation. La vocation qui se voit démocratisée, donc plus besoin de s'isoler derrière les murs d'un monastère pour correspondre à l'idéal chrétien, mais bien au contraire, tous les métiers, tous les gestes, toutes les paroles de la vie quotidienne, même les gestes d'une femme, même les paroles d'une femme, peuvent être accomplis, prononcés conformément à la volonté de Dieu, donc peuvent plaire à Dieu. Et ça, évidemment, c'est également une valorisation des tâches féminines qui n'étaient pas du tout reconnues comme telles avant. Alors, il ira plus loin puisqu'il va renoncer au célibat, en relisant Genèse 1 et 2, soyez féconds et multipliez-vous, il aboutit à cette conclusion que la sexualité est bonne, qu'elle est voulue par Dieu et par conséquent, le mariage est un statut voulu par Dieu. Et la conséquence de cette nouvelle lecture, interprétation de la sexualité, aura évidemment des répercussions sur la vie des femmes et la femme mariée, du coup, est reconnue comme elle ne l'a jamais été auparavant. Oui, alors nous allons, comme je l'ai dit, nous intéresser vraiment à quelques femmes qui ont pris un rôle actif dans ce mouvement réformateur et des femmes qui sont vraiment connues en tant que actrices de la réforme et non pas simplement, comme on fait souvent, parler uniquement des femmes qui sont les femmes des réformateurs. Oui. Donc on commencera par découvrir une personne qui s'appelle Argula von Grumbach. Alors peut-être nous dire un peu en quoi cette femme a joué un rôle dans le mouvement réformateur. Argula von Grumbach est une femme à qui nous devons le premier écrit féminin de la Réforme. Alors Argula von Grumbach est évidemment une femme qui a pu profiter d'une bonne formation scolaire.
Alors là aussi, petite parenthèse, avant de continuer de parler d'Argoula, je voudrais remarquer qu'un autre apport de la réforme sera l'apport de la formation, de l'instruction, de l'instauration de l'école publique. Hein, obligation pour tous, filles et garçons, de suivre un cours. Alors Argoula fait partie de ce petit groupe tout à fait minoritaire qui a pu profiter d'une formation scolaire. Alors Argoula est évidemment capable de lire et d'écrire et elle, qui est d'origine noble, elle écrit, publie un pamphlet. Alors les pamphlets font partie de cette révolution médiatique de cette époque, sont des produits de l'imprimerie, accessibles à tout le monde et qui ont la cote. Et Argoula écrit en 1523 un premier pamphlet parce qu'elle est en colère. Elle est en colère tout d'abord parce qu'aucun homme n'agit, ne réagit contre une injustice qui s'est produite auparavant en Bavière, nous sommes en Bavière, parce qu'elle, en tant que femme, se sent appelée comme une prophétesse d'agir. Que s'est-il passé? En fait, un jeune étudiant, le cas est offert, s'est fait arrêter à l'université d'Ingolstadt et les professeurs l'ont fait incarcérer et il a dû abjurer publiquement sa doctrine luthérienne. Alors elle se fâche, elle trouve que c'est inconcevable, elle leur demande de l'inviter à un débat public pour qu'elle leur donne une leçon biblique. Et son pamphlet, qui a eu un succès phénoménal, qui a été diffusé à 30 000 exemplaires, ce qui est énorme, et ce qui correspond au nombre d'exemplaires de certains écrits de Luther, par exemple. Donc c'est vraiment phénoménal, elle est connue par tout le monde. Et dans ce pamphlet, elle décrit avec des arguments théologiques et bibliques, elle connaît très bien sa Bible, des citations de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament, pourquoi il faut absolument relâcher cet étudiant et le libérer. Très bien, passons à la deuxième personne qu'on voulait mettre en évidence, Ursula Weida. Ursula Weida est une femme dont on connaît un pamphlet de 1524 et un pamphlet qui est surtout célèbre pour son ton très polémique. Très polémique. Et elle aussi, elle agit parce qu'elle est en colère contre, littéralement, c'est son texte à elle, parce qu'elle se sent appelée comme une prophétesse de l'Ancien Testament de dénoncer les âneries de l'abbé Simon de Pegau. Là, nous sommes à Altenburg, dans la région de Leipzig. Et apparemment, voilà, elle agit en réponse à un pamphlet extrêmement polémique d'un abbé qui avait diffamé les écrits de Luther. Et puis, on passe à la troisième personne, c'est Elisabeth Kreuziger. Elisabeth Kreuziger ou Kreuziger, ça dépend la façon dont on le présente, est célèbre pour avoir composé un cantique christologique qui d'ailleurs figure encore aujourd'hui dans le cantique, dans le recueil de cantiques des églises germanophones en Allemagne, en Autriche et au Luxembourg. Et elle a donc en fait écrit ce recueil de cantiques, et ce recueil de cantiques a été adopté par les églises dès sa parution. On ne lui connaît que ce cantique-ci que Luther a intégré dans son recueil parce qu'elle fait partie en fait du groupe d'amis proches de Luther. Elle fait partie du groupe des religieuses qui s'étaient enfouies avec Catherine de Bora et qui aboutit à Wittenberg et qui, Elisabeth Kreuziger, va épouser notamment un ancien étudiant à Luther et qui deviendra l'assistant de Luther. Donc elle fait partie vraiment du groupe d'amis proches. Et puis, on passe à Catherine Schutz-Zell,
Catherine Schutzel est très célèbre. On peut parler d'une première théologienne laïque. Là, on change de région, on passe à Strasbourg. Catherine Schutzel est une femme qui a épousé le prêtre catholique de Strasbourg qui s'était converti à la Réforme et qui était le premier à prêcher le luthéranisme à la cathédrale de Strasbourg. Et elle, tout de suite, en 1524, publie un pamphlet. Donc on lui connaît une série de publications, c'est le premier. Et ce premier pamphlet est une apologie où elle prend la défense du mariage, de son mariage, avec une justification biblique tout à fait fidèle à l'argumentation théologique de Luther. Alors elle, pendant 40 ans, va pouvoir vivre, donc c'est une très très longue période, elle va pouvoir vivre à Strasbourg, s'exprimer librement. Et comme elle n'avait pas d'enfant, elle était très disponible également. Elle était vraiment l'épouse de pasteur, mais comme une vraie partenaire. Il y a un partenariat au niveau du partage du travail. Elle se charge notamment, et je pense que c'est typiquement féminin aussi. Elle reconnaît certains torts, certains problèmes de la société. Il y a un groupe énorme de réfugiés qui arrivent à Strasbourg. Elle tout de suite s'engage dans le domaine diaconal, va trouver les responsables de la ville, les supérieurs hiérarchiques de l'Église pour qu'on s'occupe de ces réfugiés. Pour le ravitaillement de ces réfugiés, elle organisera tout. Elle publiera d'ailleurs encore d'autres récits, des méditations sur le Notre Père, sur les psaumes, et elle prend souvent la défense des opprimés. Et d'ailleurs, elle est très proche aussi des autres courants anabaptistes, et elle est la première, et là aussi, très avant son temps, son époque, un peu d'avant-garde, elle réclame plus de tolérance envers les mouvements sectaires. Et la prochaine dont nous allons parler, c'est Marie d'Antières. Alors, elle est finalement peu connue du grand public, oui. Et pourtant, elle a dû avoir un impact puisqu'elle a eu droit à une petite notation au bas du mur des réformateurs. Donc ça veut dire qu'elle était quand même célèbre à l'époque. Célèbre à l'époque, mais il a fallu attendre 2002 avant qu'on la reconnaisse comme telle. Marie d'Antières, en fait, est née à Tournai, donc elle est belge, si on veut. Et Marie d'Antières vit dans un monastère augustin, se convertit à la Réforme, accompagne son mari à Paris et à Strasbourg, et puis passe de Strasbourg à Genève. Et là, son mari, entre-temps, elle a été veuve, elle a épousé un second mari avec ses enfants, ils arrivent, avec leurs enfants, ils arrivent à Genève et ils sont très très impliqués au niveau politique et théologique. Marie d'Antières, très courageuse, entre dans le monastère à Genève, ce qui ne plaît évidemment pas à tout le monde. Il prêche les idées de la Réforme, prêche publiquement, ce qui déplaît évidemment aussi. Et Marie d'Antières écrit même sous anonymat le passage, une chronique qui relate le passage de Genève à la Réforme. Mais elle est surtout célèbre pour avoir écrit cette fameuse épître très utile, là où elle prend des positions féministes radicales. Elle réclame le droit pour les femmes de pratiquer la théologie, de lire le texte biblique, de l'interpréter et surtout, elle n'a aucun respect pour une église, elle ne tolère pas d'église qui n'autorise pas aux femmes un ministère avec des responsabilités. Et puis il y a Olympia Fulvia Morata. Alors là, nous avons affaire à une personne originaire d'Italie,
qui a grandi à la cour de nobles à Ferrare, qui est très instruite, très érudite au niveau des langues anciennes, le grec, le latin, et elle se marie avec un médecin allemand. Les persécutions à l'époque de la Réforme l'obligent de s'enfuir. Et elle aboutit avec son mari à Schweinfurt, qui était la ville natale de son mari. Mais là aussi, les troupes ennemies arrivent, ils doivent encore s'enfuir et perdent tous leurs biens, toute leur bibliothèque, ce qui était une catastrophe pour des intellectuels de l'époque. Et finalement, ils arrivent à Heidelberg. Et elle est complètement épuisée. D'ailleurs, elle meurt quelques mois plus tard. Son mari a été appelé comme médecin. On lui avait offert une chaire à la faculté de médecine. Il paraît qu'on lui aurait proposé la chaire du grec, donc de langue ancienne à l'université de Heidelberg, mais bon, cela est contesté. Alors, à titre posthume, certains ouvrages ont été publiés, certains ouvrages d'Olympia Fulvia Murata, notamment les dialogues de Cicéron, un recueil de poèmes, donc là aussi, à titre posthume. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces ouvrages ont été mis à l'index. Oui, et puis Magdalena Heimer. Magdalena Heimer est une pédagogue. Alors, la Réforme, évidemment, encourageait l'instruction scolaire. Il se conseille moins, c'est que cet enseignement était confié aux femmes. Et elle fait partie de ces premières femmes enseignantes. Elle gérait avec son mari une école à Ratisbonne et avait mis en place, inventé une nouvelle méthode pédagogique en vers rimés. Des rimes chantées voilà, sa méthode a énormément de succès. Elle publie toute une série de livres, notamment sur le Siracide, qui est le grand livre à succès de cette époque. Ces livres seront encore publiés 200 ans plus tard. Et d'ailleurs, tous les livres de Madame Heimer étaient mis à l'index. Et puis, il reste encore deux personnes que nous allons découvrir. La princesse Elisabeth de Hesse. La princesse Elisabeth de Hesse, je l'appellerai la Mata Hari de l'époque. La princesse Elisabeth était d'origine noble, avait épousé le fils du prince électeur de Saxe. S'était installé à Dresde, mais comme son beau-père, Georges le Barbu, était extrêmement fanatique et anti-protestant, ne lui permettait pas du tout de pratiquer ses convictions luthériennes à la cour de Dresde. Son mari meurt malheureusement très tôt et elle prend possession de son douaire à Rochlitz, entre Leipzig et Dresde, voilà, on se situe dans cette région-là. Et elle, pendant 10 années, pratiquera un travail diplomatique. Et elle va recevoir ses collègues catholiques, tous ses voisins sont catholiques, alors qu'elle fait partie de la Ligue de Smalkalde, cette Ligue des princes protestants. Elle est la seule femme à faire partie de cette Ligue. Et elle va leur communiquer dans 2000 lettres en écriture cryptée qu'elle avait mis en place. Elle va leur communiquer des données sensibles concernant l'ennemi, donc les troupes catholiques, la position des canons. Et quand son activité est dévoilée, eh bien, elle doit s'enfuir. C'est ça. Et puis, dernière personne à mettre en évidence, c'est la duchesse Elisabeth de Göttingen. Elisabeth Göttingen-Kallenberg est également appelée la duchesse de la Réforme parce que pendant 5 années de régence à Kallenberg, elle va instaurer et surtout stabiliser
le luthéranisme dans cette région de Basse-Hesse. Évidemment, il est accompagné par des personnes très compétentes dans le domaine politique, juridique et pédagogique. Elle va promulguer toute une série de lois qui vont notamment faciliter le passage au luthéranisme. Elle va publier toute une série de lettres, même de cantiques qu'elle composera, mais elle va publier surtout aussi un vadémécum pour son fils, un vadémécum politique, comment devenir un prince fidèle aux Écritures. Donc c'est une première éthique politique protestante qu'elle a rédigée. Elle écrit d'ailleurs aussi un vadémécum pour sa fille, vadémécum sur le mariage et un vadémécum pour les veuves. Ce qui ressort en fait du portrait de ces 10 femmes un peu emblématiques, c'est que on sort vraiment de ce retrait qui existait avant la Réforme, et on a là affaire à des femmes non seulement actives, mais aussi des femmes qui ont une certaine aura intellectuelle. Oui, aura intellectuelle. C'est vrai, il s'agit de femmes issues souvent de milieux favorisés et on n'a pas accès aux femmes, on a peu de traces de ces autres femmes qui restent dans l'anonymat. Mais parce qu'elles avaient une instruction, elles étaient peut-être plus à même de s'intégrer, de s'impliquer dans ces débats et de prendre des décisions. Alors il faut admettre le courage de ces femmes en défi de tous les tabous de leur époque, de dire, de prononcer des choses qu'il fallait, de prendre des décisions, de mener une politique en faveur de la réforme, de pratiquer des formes d'espionnage. Ouais. Il nous reste peu de temps, mais je voudrais quand même encore vous demander une conclusion. Est-ce qu'on peut dire finalement que la réforme a changé fondamentalement les choses, ou bien est-ce qu'on est vite retombé dans une certaine logique patriarcale? La réforme a certainement amélioré et a représenté un progrès au niveau de ce que les femmes avaient connu auparavant. On reconnaissait le droit aux femmes de lire la Bible, d'avoir une spiritualité qui leur était propre, l'affirmation de l'égalité théologique et biblique est déjà un pas, l'amélioration au niveau du statut du mariage, mais c'est surtout au niveau de la formation et de l'instruction que la réforme apporte un grand développement pour les femmes, une grande chance de pouvoir s'instruire et à moyen et à long terme, c'est certainement cet aspect-là qui va améliorer les conditions de vie des femmes. Eh bien, un grand merci pour toutes ces réponses et il me reste à prendre congé de vous et à vous fixer rendez-vous lors d'une des prochaines émissions de Présence protestante.